La Chine est rappelée pour avoir été pendant longtemps l'un des pays les plus vastes du monde, ainsi que le plus peuplé, ce qui pourrait changer d'ici peu. Cette splendeur a été accompagnée par les dynasties historiques, qui se terminent officiellement en 1911, avec la révolution de Xinhai. C'est-à-dire, la Chine a 112 ans d'histoire républicaine et 3981 de monarchie. Donc dans cette vidéo, nous passerons en revue les principales dynasties du géant asiatique. Ça vous intéresse? Allez, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Avant tout, visitez ma chaîne secondaire, Carte Politique. Si nous avons une chaîne où l'on parle d'histoire et de géopolitique, nous devons en avoir une autre où nous parlons de l'actualité, de la politique interne des pays et de toutes sortes d'idéologies, n'est-ce pas? Le lien est dans la description et le premier commentaire. Silla est la première dynastie chinoise de tous les temps, fondée depuis 2070 avant Jésus-Christ, ce qui la rendrait contemporaine de la 10e dynastie d'Égypte, du renouveau sumérien au Proche-Orient et de la civilisation Karal en Amérique. Comme vous pouvez le voir sur la carte, elle occupait la partie centre-ouest du pays, Yangcheng étant la première capitale. C'est-à-dire, ce lieu serait à l'origine de la culture et de la civilisation chinoise. Le fondateur de cette dynastie était Yu le Grand, qui serait le premier monarque de Chine, bien que son existence réelle ne soit pas admise par tous les experts. On estime qu'en 470 ans de durée de Xia, 17 rois ont régné, le dernier étant Ji, qui aurait été renversé par Shangtang, fondateur et premier roi de la dynastie Shang. Ce mot signifie littéralement commerce, et a une durée de 5 siècles et demi, étant contemporain avec les empires hittites au Proche-Orient, la civilisation mycénienne en Europe et la 18e dynastie en Égypte. Shang serait la première dynastie chinoise sur laquelle nous avons des enregistrements historiques, et certains considèrent la Ixana comme un royaume légendaire. L'extension territoriale de Shang couvrait toute la vallée du fleuve Jaune, et sa capitale principale, qui a déménagé 6 fois, était Jin, l'actuelle ville d'Anyang. Son déclin commence au Xe siècle avec JC lorsque le roi Dixin régnait alors. On dit qu'après la défaite de son armée dirigée par le général Zhou Quan, concrétisée lors de la bataille de Mouillet, le roi décide de se suicider. Commencerait ainsi la dynastie qui porterait le nom de son premier empereur, la Zhou. Pendant le règne de cette dynastie, il y a eu un épanouissement culturel et artistique en Chine, ce qui se reflète dans le fait que de grands penseurs comme Confucius ont vécu ici. Non, pas celui qui a inventé la confusion. Confucius était l'un de ceux qui ont inventé la confusion. En termes d'extension territoriale, il a obtenu quelques territoires supplémentaires à ceux de ses prédécesseurs Shang, et a placé sa capitale dans les villes de Wangcheng, puis à Luoyang. Cette dynastie se divise en 2 périodes bien distinctes, la Zhou occidentale, un état fort et centralisé contemporain de l'empire néo-assyrien, et la Zhou orientale, avec la 23e dynastie d'Égypte. Après eux, commence une période connue sous le nom de celle des royaumes combattants où la dynastie Zhou se désintègre peu à peu, jusqu'à ce qu'en 221 avant Jésus-Christ, la dynastie Qin prenne le relais. Celle-ci est considérée comme la première dynastie impériale de l'histoire de la Chine, c'est-à-dire son premier représentant, Qin Shi Huang, est considéré comme le premier empereur de Chine, bien qu'après sa mort, son empire s'effondre rapidement, en grande partie aussi à cause des invasions constantes des Xiongnu, une confédération de peuples nomades des steppes de l'actuelle Mongolie, considérés par certains comme les prédécesseurs des Huns. Le point est que les invasions de ces groupes nomades ont motivé les débuts de la construction de la Grande Muraille de Chine, de telle manière qu'ils protègent au mieux les territoires. En ce qui concerne le pays, il trouve une nouvelle unification maintenant sous la dynastie Han, considérée comme l'âge d'or de l'histoire chinoise, et qui a donné le nom au groupe ethnique majoritaire du pays, les Han, qui parlent les langues sinétiques telles que le mandarin, le cantonais et le wu. Sur le plan territorial, la dynastie Han a réussi une expansion rapide vers le sud et vers l'ouest, en particulier par un couloir qui atteint jusqu'à la région actuelle du Xinjiang. Cela a favorisé la création de la célèbre route de la soie, un chemin protégé par le gouvernement central afin de stimuler le commerce avec l'Occident.
Cela a à son tour favorisé la croissance économique de la dynastie Han, qui était contemporaine de Rome, les deux grands empires de l'époque. Les deux États connaissaient l'existence de l'autre, et le lien commercial était basé sur l'exploitation chinoise d'épices, de tissus et de soie en échange d'or et d'argent de la part des Romains. La dynastie Han tombe vers 220 après Jésus-Christ, ouvrant la voie à la période dite des Trois Royaumes. Trois dynasties séparées qui ne trouvent une réunification qu'avec l'ascension de la dynastie Yin. Pendant cette période, certains des peuples soumis par les Han obtiennent leur indépendance, ce qui entraîne une légère réduction du territoire chinois. De même, tout comme avec la dynastie Han, les Yin se divisent en deux périodes, Yin occidental et Yin oriental, en référence à l'emplacement de leurs deux capitales, Luoyang et Jiankang respectivement. La dynastie Yin tombe vers 420 après Jésus-Christ, ouvrant la voie à une période connue sous le nom de dynastie du Sud et du Nord. Oui, une nouvelle division du pays qui s'étend sur un peu plus de 2 siècles. Une Chine réunifiée sous un seul gouvernement ne se produit pas avant 581 avec l'ascension de la dynastie Sui. Cette nouvelle monarchie est souvent comparée à la dynastie Qin en raison de la cruauté avec laquelle elle a obtenu ses réalisations et de sa courte adoration, dans ce cas seulement 37 ans. L'héritage le plus important de Sui est le Grand Canal de Chine, le plus long fleuve artificiel du monde entre Pékin et Hangzhou. Le point de non-retour de Sui a été la tentative infructueuse d'invasion de la Corée, qui a provoqué une série de révoltes populaires et de déloyautés qui ont conduit à sa fin. Elle est suivie par la dynastie Tang, établie en 618, et caractérisée par la domination de divers États en Sibérie et en Asie centrale. Elle était contemporaine des califats musulmans et de l'empire carolingien en Europe. Sa capitale était située dans l'actuelle ville de Xi'an, qui est devenue à l'époque la métropole la plus peuplée du monde. La dynastie Tang a représenté une période de progrès et de stabilité pendant la première moitié du gouvernement, mais tout s'est effondré avec la dévastatrice rébellion d'An Lushan, où une autre dynastie, la Yang, a tenté en vain de renverser la Tang. Bien qu'elle ait pu rester au pouvoir, cela a signifié un énorme affaiblissement, et son déclin a finalement eu lieu en 907 pour laisser place à une période connue sous le nom des 5 dynasties et des 10 royaumes. C'est-à-dire une nouvelle période de division de la Chine qui ne trouve son unification qu'avec l'émergence de la dynastie Song, rappelée pour être la première gouvernement de l'histoire mondiale qui a utilisé le papier-monnaie. Durant cette période, de grandes inventions ont vu le jour, telles que la poudre à canon et la boussole, qui ont été révolutionnaires non seulement pour la Chine, mais pour le monde entier. En vérité, cette dynastie ne gouvernerait pas seule, mais 2 autres occuperaient certaines parties de la Chine, la Liao et la Xia occidentale, avec lesquelles elles rivaliseraient pour l'hégémonie du pays. La raison pour laquelle Song est la plus mémorable des 3 est qu'elle serait la dernière à résister à la nouvelle menace venant des steppes orientales, l'empire mongol de Gengis Khan, qui achève la conquête de toute la Chine vers 1279. On passe alors à la dynastie Yuan, fondée par les mêmes envahisseurs mongols, ce qui en ferait la première dynastie gouvernée par une ethnie autre que les Han. Plus spécifiquement, elle a été établie par Kublai Khan, petit-fils du grand conquérant Gengis Khan, et était rappelée pour son entretien avec le célèbre explorateur Marco Polo. À son apogée, Yuan s'est étendu sur presque toute la Chine, à l'exception du Xinjiang, et a englobé de grandes parties de la Sibérie et de la Corée. L'héritage de Yuan est qu'il a été la première dynastie chinoise à établir Pékin comme sa capitale. Et tout comme l'empire mongol tombe dans d'autres régions, en Chine, son déclin commence au milieu du XIVe siècle, lorsque la révolte des turbans rouges commence. C'est la dynastie Ming qui en sort victorieuse, mais elle ne parvient pas à récupérer tous les territoires, en particulier ceux de l'actuelle Mongolie. Certains historiens décrivent les Ming comme l'une des plus grandes ères de stabilité sociale de l'histoire humaine. De plus, les Ming se sont distingués par la construction d'une vaste flotte et par leur grand esprit d'exploration, l'amiral eunuque Zheng He étant l'un des plus célèbres de tous les temps.
Les Ming seraient également la première dynastie à ouvrir le commerce avec les puissances européennes déjà établies en Inde et en Asie du Sud-Est, telles que les Portugais, les Espagnols et les Néerlandais. Cependant, au début du XVIIIe siècle, le flux d'argent dans le pays a diminué en même temps que le petit âge de glace a eu des effets dévastateurs sur l'agriculture. Cela a conduit à une crise économique qui a affaibli l'empire, ce qui a été exploité par une nouvelle dynastie, la Qin, qui, comme la Yuan, était d'une nécessité étrangère à la Chine. Dans ce cas, les Mandchous, originaires de la région homonyme dans le nord-est de la Chine. Bien que Ming en tant que tel tombe en 1644, une faction qui s'est appelée les Ming du Sud qui a établi sa capitale à Nankin tombe en 1662. Ces deux dernières dynasties ont été discutées plus en détail dans cette vidéo, mais si nous pouvons souligner quelque chose à propos de la Qing, c'est qu'elle a réalisé la plus grande expansion de l'histoire de la Chine après avoir conquis la dynastie mongole des Yuan du Nord, les Tibétains du Khanat Koshut et un autre groupe de Mongols établis dans le Khanat de Sungaria, tout cela pendant le règne de Qianlong. Bien que pour dire la vérité, cette splendeur atteinte au milieu du XVIIIe siècle dure très peu. Le XIXe est rappelé comme le siècle des humiliations, au cours duquel les puissances occidentales et le Japon, qui avaient établi une série de colonies commerciales sur les côtes chinoises, ont fait signer à la dynastie Qing une série de traités inégaux. Le Royaume-Uni, pour sa part, a encouragé le commerce de l'opium provenant de l'Inde dans tout le pays, ce qui a déclenché les célèbres guerres de l'opium. Dans celles-ci, le gouvernement Qing a subi une dure défaite qui a accéléré son déclin. Cela, ajouté à la rébellion Taiping, une révolte interne où jusqu'à 30 millions de Chinois sont morts, a conduit le pays à entrer dans une terrible décadence qui s'est finalement terminée avec la révolution de Xinhai en 1911. Après cela, le dernier empereur Puyi abdique du trône en faveur de l'établissement de la première république de Chine. Depuis lors, la Chine a traversé des épisodes très durs au XXe siècle, tels que l'ère des seigneurs de guerre, où elle s'est consolidée en tant qu'État défaillant, l'invasion japonaise, la guerre civile chinoise entre les communistes et les partisans du Kuomintang et la dictature de Mao Zedong, qui a entraîné de fatales conséquences comme la grande famine chinoise. Ce ne serait pas avant la réforme économique de Deng Xiaoping que la Chine trouverait le miracle économique qui lui donne le statut de superpuissance que nous connaissons aujourd'hui. Un géant asiatique qui porte dans sa mémoire historique la succession d'innombrables dynasties. Il nous manquerait certainement des vidéos pour raconter son histoire complexe mais fascinante. Quelle autre dynastie connaissez-vous sur l'histoire de la Chine? N'oubliez pas de laisser votre commentaire et de vous abonner à la chaîne. De plus, je vous laisse dans la description mes réseaux sociaux, et au cas où vous voudriez voir les nouvelles vidéos en avant-première et avoir une interaction plus grande avec moi, vos dons sur Patreon, unamanito.net, ou membres de la chaîne sont les bienvenus. À la prochaine! Merci.